Invité du journal, le professeur Joseph Ngwabika Funda, premier substitut du procureur de la République au parquet près le tribunal de grande instance de Calamo. Il parle de la procédure préjuridictionnelle du droit pénal spécial à l'égard des officiers de police judiciaire. Le premier substitut du procureur au parquet près le TGI Calamo insiste sur la prise de conscience de tous les OPJ des tâches qui sont les leurs, c'est-à-dire bien ficeler un dossier pénal pour faciliter la tâche au ministère public qui est son partenaire afin de dire le bon doigt. La caméra du journal d'information judiciaire l'a surpris en plein échange, débat sur la question avec les OPJ à l'école des formations des OPJ de la commune de Barumbu. Je vous propose de suivre cet entretien accordé au journal d'information judiciaire. Suivez plutôt. Professeur, bonsoir. Bonsoir madame. Nous constatons que la direction de la police de la RDC organise avec le parquet une série de séminaires de remise à niveau pour les officiers de police judiciaire. Vous venez d'exposer tantôt sur les pratiques préjuridictionnelles en matière de droit pénal spécial à l'égard des OPJ. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous êtes aussi du même avis que les justiciables qui estiment que les OPJ excellent maintenant dans des abus? Bon, merci pour la question. Je suis venu pour représenter d'abord le procureur de Calamo. Et vous comprenez que les OPJ sont deux bras du parquet. En tant que bras du parquet, les OPJ constituent ce que nous appelons justice de proximité. Il est difficile au parquet, tel que celui de la Gombe, d'être au même moment à Barumbu, à Lingwala, à Gombe, à Kitambo, à Ngaliema. Et par conséquent, les OPJ, c'est-à-dire ceux qui ont prêté serment et qui ont la qualité d'OPJ, travaillent en tant que justice de proximité au niveau de leur commune. Et il faut se dire que la formation qu'on est en train de donner, c'est quelque chose de dynamique. La formation est continue. Même nous, les magistrats, nous sommes obligés d'apprendre pour aller de l'avant. Et c'est tout à fait normal que si l'on constate qu'il y a des insuffisances ou il y a des manquements, ça et là, dans le cadre de l'instruction préjuridictionnelle, nous qui habilitons les OPJ, nous qui leur déléguons le pouvoir, nous sommes obligés de venir vers eux pour leur dire « Voici comment vous devez travailler, voici ce qui mérite d'être corrigé ». Et c'est là en vue du renforcement de leurs capacités. Que dites-vous du conflit de compétences remarqué entre les OPJ et les officiers du ministère public? Même la loi réglemente quand même ces pratiques, mais aujourd'hui on ne sait pas qui doit faire quoi. Non, mais le conflit n'existe que dans la tête de ceux qui pensent qu'il y a conflit. Entre un père et un fils, il n'y a jamais eu de conflit. Qui est le père? Le père, c'est l'officier du ministère public. Et l'OPJ et son fils, c'est son bras. Alors quand on dit qu'il y a conflit, le conflit n'existe que dans la tête de celui qui pense qu'il y a conflit. Parce que nous partons de l'idée que l'OPJ, pour être tel, comme je viens de le dire tantôt, il est habilité, il reçoit une formation et le procureur l'habilite. Ça signifie quoi? Le procureur délègue une partie de ses prérogatives. Et s'il délègue une partie de ses prérogatives, je ne vois pas en quoi il y a conflit parce qu'à tout moment... Même l'article 10 du Code d'organisation des compétences judiciaires n'est pas clair à ce sujet. Oui, l'article 10 qui dit quoi? Par rapport aux fonctions du ministère public et de l'OPJ. Non, je viens de dire de façon claire. L'OPJ est un auxiliaire de justice. Je préfère l'appeler un opérateur judiciaire. Et en tant que tel, il vient épauler l'officier du ministère public. Alors, l'un est magistrat, l'autre est OPJ. Je veux dire quoi? Le magistrat, c'est celui qui a suivi un cursus normal. Il y a le concours et ensuite il est désigné par le chef de l'État comme magistrat. Et ses attributions sont connues. Mais l'officier de police judiciaire, c'est un auxiliaire dans le travail que le magistrat est en train de faire. Et les attributions sont connues. Quand je dis les attributions sont connues, et l'OPJ et l'officier du ministère public, en matière pénale,
font un travail que nous appelons l'instruction pré-juridictionnelle. C'est-à-dire quoi? Depuis la commission de l'infraction, sa constatation, l'instruction, la poursuite, je dis bien commission, constatation, instruction, poursuite, les tâches sont bien définies. Et l'OPJ et l'officier du ministère public peuvent constater l'infraction. Et l'officier du ministère public et l'OPJ peuvent instruire, poser des actes. Mais comment nous posons des actes? Nous constatons que l'infraction, l'ordre public a été commis, et plutôt a été troublé par la commission d'une infraction. L'officier de police judiciaire, que j'appelle la justice de proximité, c'est l'œil, c'est l'oreille du parquet. Professeur. Oui, mais à ce niveau, c'est important, madame. Quand il transmet, le parquet essaye de vérifier le travail qui a été fait par l'officier de police judiciaire. Par quels moyens, justement? Parce oui, que nous posons... Le problème, c'est au niveau de l'instruction. Quand oui, l'instruction a été déjà faussée par l'OPJ, pour une raison ou une autre, au niveau du parquet, qu'est-ce que vous préconisez comme moyen, justement, pour essayer de réparer? Nous corrigeons parce que quand les PV, vous venez de voir, je viens de stigmatiser tel que l'infraction d'escroquerie. Si un OPJ, à son niveau, retient l'escroquerie, et le moyen qui a permis à l'auteur de commettre l'infraction d'escroquerie, telle que la fausse qualité, il retient et l'escroquerie et le faux, quand les PV viennent au niveau du parquet, qu'est-ce que le parquet fait? Le parquet va corriger en disqualifiant la qualification qui a été retenue par l'officier de police judiciaire. Et en ce moment, nous avons la latitude d'appeler même l'OPJ pour lui dire non, la qualification que vous aviez retenue n'est pas bonne. Voici ce que nous avons retenu. Et en ce moment-là, nous jouons le rôle de formateur. Ok. Professeur, comment vous expliquez justement cette impression d'hésitation et de tâtonnement observé auprès de certains OPJ, pas tous, en matière justement d'instruction de dossiers? C'est ça qui fait que la population ne puisse plus avoir confiance justement aux OPJ. Bon, la population, à mon avis, n'a pas confiance à cause des hésitations, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a d'autres paramètres. L'hésitation, ce sont des insuffisances. La qualification même voilà, mais ce sont des insuffisances liées à ce que j'appelle l'expression limite de l'homme. L'homme ne connaissant pas tout, seul Dieu connaît tout, même les OPJ, même nous les magistrats, nous ne connaissons pas tout. Et il peut arriver qu'un OPJ puisse tâtonner par rapport à ce qu'il est en train de faire, mais je pense que ces tâtonnements sont corrigés quand les PV sont transmis au niveau du parquet et les magistrats, qui sont des magistrats de carrière, corrigent les tâtonnements, les hésitations qui peuvent être constatés dans le chef d'un OPJ. Est-ce que vous pouvez préciser aussi à l'égard de nos téléspectateurs les fonctions précises d'un OPJ en matière répressive? Oui, en matière répressive, je vous ai dit qu'un officier de police judiciaire, un OPJ, c'est un auxiliaire de justice. Et en tant qu'auxiliaire de justice, il seconde le parquet en matière pénale. Je dis bien en matière pénale. Et il seconde le parquet en matière pénale comment? Il constate les infractions qui se commettent ça et là. Ils interpellent les auteurs. Deux fois, ils ont la latitude, s'il est cher, ils peuvent transiger. Et transiger là où la loi permet de pouvoir transiger. Mais aujourd'hui, il y a justement beaucoup d'abus constatés par rapport à ça. Des OPJ qui se saisissent des faits purement civils qui ne les concernent pas. Si les OPJ se saisissent des faits purement civils, je pense que la formation telle que celle-ci, vous nous avez suivi, c'est pour corriger, c'est pour dire non, les faits civils ne méritent pas de prendre quelqu'un pour le mettre en prison. Les faits civils, nous sommes là pour veiller. Si un OPJ arrête quelqu'un pour des faits civils, nous disons non, nous vous libérons. Et généralement, c'est là où vous avez l'impression. Est-ce que l'OPJ ne devrait pas être sanctionné pour servir de cas d'école? De temps en temps, comme tout bon père, nous avons la latitude de tirer les oreilles. Tirer les oreilles, c'est de dire, ne répétez pas ça. Mais au-delà de ça, je viens de le dire si vous m'avez bien suivi, un OPJ qui commettrait par exemple l'arrestation arbitraire.
L'arrestation arbitraire dans ce sens que les faits étant civils, il arrête quelqu'un. Il commet une infraction qui est l'arrestation arbitraire. Et en ce moment-là, nous avons la possibilité non seulement de lui dire ça, ce n'est pas une infraction, mais nous avons aussi la possibilité de pouvoir l'arrêter. Et nous le faisons souvent. Professeur, vous venez de donner un bon exemple. Le parquet est un père de famille. Un bon père a aussi l'obligation de donner des bonnes conditions à ses enfants. Est-ce que, au-delà de cette formation, vous vous êtes assuré ou vous comptez vous assurer des conditions de travail de ces OPG pour justement qu'ils puissent vous fournir un travail de qualité? Les conditions de travail... Il y a des OPG qui travaillent sous un arbre, nous avons... Ça, je le sais. Je connais la pertinence parce que je le vis. Les conditions de travail, et quand je parle de conditions de travail, ce n'est pas seulement le bureau, mais les traitements, parce que pour la plupart, ce sont des pères ou des mères de famille. Ça, c'est notre père qui est le gouvernement. Avec moins de 50 000 francs congolais. Oui, c'est notre père qui est le gouvernement. C'est notre père qui doit améliorer la situation générale de tous ces agents. S'il améliore la situation générale de tous ces agents, par voie de conséquence, il est appelé à améliorer les conditions de travail, non seulement des OPJ, même des magistrats. Donc aujourd'hui, vous comprendrez et vous excuserez, par exemple, un OPJ qui outrepasse ses pouvoirs après avoir touché un petit pourboire, non? Oui, mais s'il touche un pourboire, et c'est la corruption, et c'est la concussion, nous apprécions. Nous apprécions. Mais s'il touche un pourboire pour couvrir des faits qui sont constitutifs d'une infraction, il sera sanctionné. Il sera sanctionné, mais nous disons à notre père qui est le gouvernement qu'il tienne compte des conditions dans lesquelles les gens sont en train de travailler. Aujourd'hui, en matière légale, l'OPJ peut garder un dossier pendant combien de temps avant de transmettre au ministère public? Le dossier, ça dépend. Ça dépend. Si le dossier, il y a quelqu'un qui est en détention, il a 48 heures. Je ne dis pas 2 jours ou quoi, je parle de 48 heures. Vous savez, la loi dit la liberté est la règle et l'arrestation l'exception. Et l'OPJ qui considère qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur quelqu'un, où les faits sont établis, il n'a que 48 heures. 48 heures, à partir du moment où il dresse un procès verbal d'arrestation ou de saisie des prévenus, nous commençons à compter. Dans son procès verbal, il doit indiquer l'heure à laquelle il a arrêté cette personne. Parce que c'est à partir de cette heure-là que commence la computation du délai de 48 heures. Mais par rapport au dossier où il n'y a pas quelqu'un en détention, ça dépend. Il a la latitude de pouvoir approfondir l'instruction pour rechercher les éléments constitutifs de l'infraction avant de pouvoir transmettre le dossier au parquet. Mais à tout moment, le procureur peut lui dire « ce sont mes dossiers », envoyer une réquisition d'informations pour que le dossier soit transmis au niveau du parquet.